Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Débat de la Presse, qui a le réel plaisir de recevoir ce vendredi Serge Nseka, le grand présentateur de l'émission Le Rendez-vous des Quinois sur Congo Web TV. Et nous aurons un autre invité qui va nous rejoindre tantôt, Maître Arnaud de Bombolo, que nous aurons le plaisir de vous présenter dès qu'il sera là. Alors, avec nos invités, nous allons analyser le sujet d'actualité. Vous savez, la dernière déclaration de la SENCO porte sur les débats autour de la Constitution, révision ou changement de la Constitution. Eh bien, les évêques catholiques pensent que ce débat est inopportun et c'était hasardeux de se lancer sur ces chemins-là. Nous allons également parler de la communication, la toute dernière, de Joseph Kabila, qui fait couler encre et salive, mais qui a fait réagir du côté du pouvoir. On en a enregistré plusieurs réactions. Et là, nous allons retenir quand même une qui n'est pas de moindre, celle d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir et président AI de cette formation politique du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour Augustin Kabouya, Kabila est comparable à la femme qui a accepté devant le roi Salomon qu'on découpe le bébé. Donc, comme pour dire que Kabila accrédite l'option de la balkanisation de notre pays. Et enfin, on parlera de l'élection de gouverneur au Sankoro. Ce qui tique là-bas, c'est le budget colossal présenté par la CENI, $1 million avant que la CENI se ravive. Mais la question qu'on se posera ici, c'est à quoi aurait servi cet argent si jamais on a disposé cette somme à la CENI. C'est pour que Denis Kadima en fasse quoi effectivement. Alors, je reçois pour vous M. Nseka, cher Serge, bonjour. Bonjour, cher ami, merci pour cette première invitation. Et je suis heureux de me retrouver dans ces beaux studios pour cette émission et salutations à tous les téléspectateurs et internautes qui vont suivre cette émission. Merci pour l'honneur. Nous vous savons très équilibré, très professionnel. C'est avec vous que nous allons donc épulcher l'actualité. Vous avez suivi la dernière communication des évêques de la SENCO. Ils jugent hasardeuse toute initiative tendant à réviser ou à modifier la Constitution dans l'état actuel du pays, dans l'état actuel des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à votre question, je voudrais qu'on puisse contextualiser, remettre les choses dans leur cadre, faire un zoom sur cette situation. C'est quoi la SENCO? La SENCO, c'est l'organe, je dirais, suprême de l'Église catholique au Congo. Nous avons 47, 48 diocèses, représentés par soit évêques et archidiocèses selon la taille de chaque territoire ecclésiastique. Et les évêques ont la charge des églises locales. L'évêque gère des prêtres, des religieux, et il travaille dans la pastorale, il travaille dans l'administration. Comme dans l'église catholique, les saluts, ce n'est pas seulement eschatologique. Les saluts, il ne faut pas l'attendre après la mort. L'église a je dirais, théorie sociale qui voudrait que l'homme commence à vivre mieux ici sur Terre. Raison pour laquelle, avant d'aller au paradis, c'est-à-dire que vous devez être dans de bonnes conditions, un environnement propre, sain, assaini, aller à l'école, manger, travailler. Raison pour laquelle, pour ceux qui ont eu la chance d'être dans de missions, ils verraient qu'il y a l'église, il y a l'habitation des prêtres, mais il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a peut-être des boulangeries, des choses comme ça. Il y a là où on peut trouver de l'eau, il y a peut-être des projets agricoles. On peut avoir de plantations, on peut avoir des élevages. Tout cela pour participer à l'amélioration qualitative de la vie. Ce sont ces gens-là qui se rencontrent autour du principe de l'unité de l'Église. Parce que, à la différence des autres églises, un diocèse n'est pas autonome. C'est toujours lié, toujours déjà lié. Ils se rencontrent pour prier, pour échanger des expériences, pour évaluer les résolutions prises et à la fin, le tout est coulé sous forme d'une déclaration. Mais il ne faudrait pas penser que quand les évêques sont en conclave comme ça, qu'ils parlent tous le même langage.
Ok. Il y a des dissensions, il y a des points de vue, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. À délibérer pour tenir un seul point de vue. Mais à la fin, ils rendent tout cela autour d'un communiqué qui les réunit tous, même pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais quand c'est rendu, ça leur engage tout le monde. Ça leur engage complètement. Et le pauvre Cholet, qu'on a pris l'habitude d'insulter ici, dans le média, n'a même pas de chapitre. Quand les évêques parlent, il se tait. Lui ne fait que porter la parole. Il rend ce que les pères évêques ont dit. Et malheureusement, comme on est dans une culture de légèreté où l'insulte est le maître mot, on insulte et Cholet est confondu à la Senko. Senko est beaucoup plus grand. Avant lui, c'était le professeur Santédi, le recteur de l'université catholique, un homme brillant, je ne sais pas, d'une intelligence extraordinaire, un Quinois, dont nous sommes fiers. Alors, voilà, c'était un peu... enfin, je comprends que par le fait de dire que les évêques, d'où viennent les évêques, dans quel diocèse ils travaillent, vous voulez peut-être dire que... les évêques ne racontent pas des choses en l'air. Ils ramènent sur la table de la Senko les vécus quotidiens des Congolais et ce qu'ils traduisent dans la communication. Les expériences sociales de leur coin. Ouais. Je donnerai l'exemple, celui qui est à Bukavu par exemple, celui qui est à Fizi, celui qui est à Goma. Mais vivent au jour le jour les affres de cette guerre-là parce qu'ils sont en contact avec le victime. Et quand ces gens-là sont attaqués, ils accourent souvent, principalement vers les hommes de l'Église, vers les structures de l'Église, qui le prend en charge. Donc, ce ne sont pas des déclarations, quelqu'un qui met une soutane et se déclare évêque ou archevêque, parce que c'est lié à des charges, c'est lié à un territoire ecclésiastique. Un évêque, ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité, c'est une charge. Et quand il prend la parole, il parle au nom de Congolais qui partagent sa foi, qui sont dans son église, et il les apporte sur la place publique. Imaginez maintenant tous ces acteurs sociaux, responsables des territoires ecclésiastiques. Je dis territoire ecclésiastique parce que quand on dit évêque, diocèse, les gens n'ont pas la meilleure compréhension. C'est-à-dire, vous prenez par exemple Kinshasa, l'archidiocèse de Kinshasa va jusqu'à Kwamount. Ok. Vous prenez l'évêque de Lubumbashi, ça va jusqu'à pratiquement Likasi, si je ne m'abuse. Donc, ce sont des gens qui gèrent des territoires vrais et qui sont en contact avec des Congolais au nom de leur foi. Ils se sont engagés pour travailler dans la pastorale, donc apporter la bonne nouvelle, pour apporter de l'humanité, travailler dans l'amélioration de la vie des populations, mais aussi être là comme la sentinelle, celui qui fait le monitoring. Est-ce que les évêques disent vrai que ce serait hasardeux aujourd'hui de poursuivre les initiatives politiques autour de la Constitution? Alors là, je pense que le débat doit rester ouvert. Okay. D'abord, les évêques, ils sont tous congolais, nés, grandis, étudiés ici, et à part des études supérieures, ils ont tous au moins un doctorat. Ils sont tous docteurs. C'est-à-dire, imaginez qu'il y a quelqu'un qui peut prendre de son téléphone, il commence à insulter Cholet. Mais il ne sait pas combien d'années Cholet a mis à lire dans les livres, à rester dans les livres. À étudier sans tricher, parce que dans ce monde-là, vous trichez, vous êtes radié. Et quelqu'un qui n'a même pas fini les humanités, au nom d'un positionnement, peut se permettre. Moi, je suis contre cette culture d'insulte, cette culture de légèreté où il n'y a pas d'égard, il n'y a pas de dignité, parce qu'on ne partage pas les mêmes avis, on rentre dans les insultes et dans l'indignité. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire que nous sommes mal élevés, nous sommes impolis. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont mal élevés, c'est nous qui utilisons. Est-ce qu'il y a d'autres peuples qui insultent aussi facilement leurs autorités?
Je prends le cas du Sénégal, entre parenthèses, vous le permettrez. C'est un État généralement musulman. Mais ils ont des chefs spirituels, hein, des chefs spirituels rattachés à des provinces. Quels que soient les débats politiques, vous ne verrez jamais des hommes politiques insulter ces vénérables et responsables religieux. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas là par hasard. Ce ne sont pas des gens autoproclamés, qui suivent un processus, qui ont été investis selon des procédures arrêtées, rigoureuses. Il y a un certain respect. Parce que, à côté, si on laisse la politique conduire le tout, mais la politique, c'est quoi? Ce sont les intérêts. Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible, quelles que soient des fois les déviations que cela peut entraîner. Quand on est en train de conduire, des fois, on ne voit pas suffisamment, bien que ceux qui sont dehors, qui voient comment vous avez viré à gauche sans mettre votre clignotant, par exemple. Donc, c'est le tout qui fait en sorte que nous puissions bien conduire les pays. Donc, les évêques, ils sont là, comme des Congolais, comme des intellectuels, mais comme des hommes de foi, sans, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, des prétentions politiques, sans des prétentions politiques, mais qui disent des choses, mais souvent ça entre en contradiction avec, avant d'atterrir dans la dernière déclaration, qui tiennent des propos qui entrent en contradiction avec la ligne des politiques. Je vais prendre Mobutu, Maréchal Mobutu avec le cardinal Maloula. Savez-vous que le cardinal Maloula a été exilé, obligé de quitter les Zaïre, d'aller séjourner pendant quelques années à Rome, du fait de la position du cardinal Maloula par rapport à recours à l'authenticité. Banzambe nyoso mindele na église wana Yezu Mundele et Zévé Verkis l'a coulé dans une très belle chanson rendue par Pépé Calais. Nzambe na Romitunaka. Voilà. C'était une révolution philosophique, mais qui n'avait pas été acceptée par l'Église. Le cardinal Maloula a eu le courage de dénoncer des travers. Où est-ce que cela pouvait nous conduire? Parce que les Ngangakis, on n'en veut plus. Nos cultes ancestraux, on les a bannis au nom de la modernité, au nom de cette église, de cette religion qui est venue d'ailleurs. On a vu Mosengo avec le cardinal Mosengo avec le président Kabila. Ces résultats ne sont conformes ni à la justice ni à la vérité. Quelques phrases qui lui ont valu des insultes et pendant 5 ans avec Lambert Mende, on a été tous là, on a vu. Que les médiocres dégagent. Cette phrase qui est devenue très célèbre, c'est venu du fait d'une certaine lecture de la situation. Et aujourd'hui, la Cinco avec Kinshasa, je dirais, Ambongo avec le président Tshisekedi, qui ne voit pas toujours les choses de la même façon, même si Ambongo, je le dis déjà, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est la seule église qui prend le risque de se mettre à dos de gens qui peuvent le fournir, donner de l'argent. Comment faire? Parce que cette tendance de la balkanisation ou de la soudanisation, comme l'a dit récemment Joseph Kabila, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. Depuis Lumumba qui a parlé de la balkanisation, comment arriverait-on un jour à stopper cet élan ou cette tendance vers la balkanisation du pays? Parce qu'on a comme l'impression que vraiment les ingrédients se réunissent. Le président Kabila s'est exprimé en politique. Vous savez, vous devez savoir que Kabila est dans une lutte... Non, je parle plutôt de la déclaration des évêques, ok? Et maintenant, comment? Parce que les évêques craignent justement cette tendance à la balkanisation. On va parler de Kabila par après. Oui, parce que il y a quand même, ça se rencontre quelque part. Les évêques ne parlent pas des balkanisations. Les évêques craignent, sont en train de mettre en garde, tirent la sonnette d'alarme sur un éventuel changement de constitution qui pourrait avoir comme conséquence, entre autres, la balkanisation. Si aujourd'hui on organise ce référendum, hein, je dis si, on est dans les si, ce référendum, ça va concerner la partie concernée par l'administration centrale de Kinshasa. Bien évidemment.
Kinshasa n'aura pas le moyen d'organiser les référendums du côté occupé par les rebelles. Conséquence, le résultat qui sortirait de ces référendums pourrait être boudé par ceux-là qui sont de l'autre côté. Et dans ces cas, qu'est-ce qui se passerait? C'est la balkanisation des faits. Non, pas nécessairement. Il se pourrait, parce qu'on est dans des suppositions, qu'ils disent nous ne nous sentons pas concernés par... nous ne nous sentons pas concernés par ce que vous avez fait là et automatiquement, on rentre dans une autre configuration parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le Congo est un. Qu'on le veuille ou pas, le Congo est en train de fonctionner selon une certaine constitution. Même ceux qui sont de l'autre côté, même ceux qui sont là à l'est, savent qu'il y a une certaine logique. Si on essaie de les changer, ils pourraient se fonder sur ça pour avoir d'autres prétentions, aller un peu plus loin. Mais je pense que le débat ici, c'est pas balkaniser le Congo. Parce que le Congo, c'est pas le Soudan. Le Congo, c'est pas le Balkan. Ce qui s'est passé en 1960, papa, après l'indépendance, mais il y avait Tchomé qui avait déclaré le Katanga indépendant. Ouais. Il y avait Moulopoué, Albert. Pour le Kasaï. Pour les Kasaï, empereur. Et comment tout cela n'a pas tenu avec toute la pression, avec tous les Belges qui étaient là avec Tchomé, avec tout ce qu'ils pouvaient pomper comme argent, comme minerai, à travers les minéraux. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça marcherait. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous sommes unis par les sorts. Nous sommes unis par les sangs qui a coulé pour que ce pays, imaginé dessiné par Léopold, mais nous légué par nos ancêtres, ne puisse pas se désagréger et il ne se désagrégera jamais. D'accord. Je m'en vais recevoir Maître Arnaud de Bombolo. Maître Arnaud, vous avez suivi la communication de la SENCO en très brièvement plutôt. La SENCO estime que le débat sur la Constitution, soit les changements ou la révision de la Constitution, est hasardeux à l'heure actuelle. Quel est votre point de vue par rapport à cette position des évêques? Premièrement, je vous dis merci de nous avoir invités sur votre plateau si prestigieux pour que nous discutions avec les Congolais sur des sujets importants. Laissez-moi saluer aussi notre Kouloutou, Serge Nseka. Et puis je profite aussi de l'occasion de saluer les nombreux spectateurs qui nous suivent en ce moment. Les communiqués de la SENCO, en fait, c'est une position des gens normaux. Parce que la crise qui traverse notre pays, elle est multiforme. D'un côté, nous avons une crise sécuritaire et de l'autre côté, nous avons une crise politique. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle d'une crise politique, on fait plus allusion qu'aux institutions. Non. Il y a la méfiance entre les acteurs politiques dans notre pays. Étant donné qu'il y a la méfiance, cette méfiance-là engendre une crise de confiance entre l'opposition ainsi que la majorité. D'autant plus que notre pays fait face à cette crise multiple, c'est vraiment dangereux de nous parler au jour d'aujourd'hui de la révision ou du changement de la Constitution. D'autant plus que, d'un côté, à l'Est, le M23 est en train de diriger, parce que le gouvernement n'a pas la même mise sur Goma et Bukavu. Mais à l'Ouest, ici, le président Tshisekedi nous a mené un débat sur les changements ou la révision constitutionnelle. Si vous interrogez les textes de notre pays, en ce qui concerne la révision, certes, elle est constitutionnelle. Mais durant cette période où le chef de l'État lui-même avait décrété l'état de siège, on ne peut pas même penser à une quelconque révision. S'il faut aller au changement, le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. Vouloir changer la Constitution, c'est aussi se faire un coup d'État. Et pourquoi M. Tshisekedi veut se faire un coup d'État? Face à ça, face à cette situation, la SENCO a raison de communiquer là-dessus. D'ailleurs, la SENCO vient de communiquer. Nous, au sein de l'opposition, nous l'avions déjà fait plusieurs fois. On a demandé à Tshisekedi de ne pas avoir l'idée, ne fût-ce que de vouloir réviser cette constitution pendant cette période.
ça serait violer la Constitution. Mais M. Tshisekedi, je ne sais pas s'il est encore dans la folie du pouvoir, mais il veut entrer dans ces débats-là, disons, sur ces terrains-là. Mais aujourd'hui, la Senko a tellement raison et nous applaudissons. Pourquoi? Parce que la Senko vient encore d'éclaircir sur certains points qui étaient encore restés obscurs. Parce que le pouvoir en place pensait que les acteurs politiques, les acteurs sociaux de notre pays sont restés calmes. Or, les acteurs ne sont pas calmes. Les acteurs sont en train de voir l'évolution du pays. Mais nous sommes sur la voie purement négative, sur tous les plans. Au jour d'aujourd'hui, il y a cessation des paiements. Mais pourquoi pourquoi les régimes en place veulent nous amener vers une révision et une révision définitive? Ce qui voudrait dire qu'il faut aller vers des référendums. Or, le pays n'a pas cet argent-là pour le moment. Donc le président Tshisekedi veut nous dire que si aujourd'hui on ne paye pas les gens, lui garde cet argent pour le jeter au référendum. Or, le pays a des priorités. Les priorités pour le moment, ce n'est pas les changements de la Constitution, ce n'est pas la révision, ni moins les référendums. La priorité pour le moment, c'est de tout faire pour récupérer Goma et Bukavu. Alors, nous amener vers un schéma de la révision ou du changement, ça serait vraiment suicidaire pour ces pays. Et voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, la Senko a communiqué là-dessus et nous encourageons les églises, nos pères des églises, d'aller encore plus loin pour qu'enfin nous barrons la route. Alors, effectivement, il faut signaler que Maître Arnaud de Bombolo est membre de Arche, le parti politique de Alliance pour les changements, de Jean-Marc Kaboun. C'est pourquoi vous l'attendez parler franchement comme un opposant. Mais alors, parce qu'on y est, je reste avec vous. Le président Joseph Kabila a fait une sortie, l'ancien président, a fait une sortie dernièrement. Il a accordé une interview à la Libre de Belgique, au cours de laquelle il a craint que le Congo soit rentré dans un schéma de la soudanisation. Et des réactions sont venues de partout. Augustin Kabouya le compare à la femme qui a accepté devant le roi Salomon de pouvoir découper en deux l'enfant. Et c'est pour dire que Joseph Kabila, en craignant la soudanisation de notre pays, s'inscrit dans cette voie-là de balkaniser le pays. Chers journalistes, nous devons d'abord maîtriser les concepts. Je crois que Augustin Kabouya, la seule difficulté qu'il a, c'est qu'il répond même là où il ne faut pas répondre. La soudanisation, est-ce que c'est ça la balkanisation? Nous disons non. Lorsqu'il faut entrer dans l'histoire du Soudan pour comprendre d'où vient la soudanisation, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, le Soudan a traversé une longue période, une crise politique qui a aujourd'hui engendré un effritement des États. L'éclatement en deux. Oui, éclatement en deux. Soudan du Sud et du Nord. Soudan du Nord. Alors, si nous, on ne fait pas aussi attention, mais nous sommes sur cette voie-là. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les faits démontrent à suffisance que la RDC risque la soudanisation. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, les pouvoirs en place n'a pas la mainmise sur Goma Bukavu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'autorité de l'État sur Goma Bukavu? Nous disons non. De ce côté-ci à l'Ouest, le M23 ne peut pas venir ici à Kinshasa. Donc, la soudanisation, effectivement, que notre pays est sur cette voie-là. La voie de la soudanisation. On se souvient d'ailleurs entre Omar El-Béchir et comment il s'appelle l'autre, le pape. Un des papes est descendu jusqu'au Soudan et il a même baisé la chaussure d'une des parties de Salva Kiir, Omar Béchir et Salva Kiir, pour le supplier à pouvoir négocier une paix. Mais cela n'a pas rencontré leur entendement. Et bien voilà, aujourd'hui, les pays volaient un éclat. Est-ce qu'il y a quand même, je pose directement la question à Senseka, est-ce qu'il y a de parallélisme entre ce qui s'est passé au Soudan et ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo pour qu'on arrive justement à ça? Il n'y en a pas parce que le Soudan, c'est un pays avec deux cultures. Au nord, ce sont des Berbères, au sud, ce sont
des peuples soudanais, animistes chrétiens. Au nord, ce sont l'élément, ce qui nous montre, des musulmans. De musulmans. L'élément idéologique et le soubassement idéologique était qu'au nord, les gens se regardaient comme supérieurs à ceux du sud. Ok. De noirs. Au nord, c'est des Soudanais, mais avec la peau assez claire. Donc, tout était là, avec ces substrats idéologiques, philosophiques, pour que la scission puisse se faire, que ceux du sud se mettent ensemble pour se sentir bien. Mais depuis qu'ils sont ensemble, est-ce que le Soudan du Sud a déjà vécu une année dans la paix? Non. Donc pour dire que même la balkanisation, ce n'est pas une solution. Chez nous, c'est-à-dire dans cette lutte-là entre le nord et le sud du Soudan, les autorités, la population se reconnaissait en leur leader. John Garang à l'époque et puis Salva Kiir après. Donc ce sont des gens qui ont incarné les aspirations de la population. Chez nous, il manque ces substrats idéologiques. Vous voulez me dire que Nangaï, de 6 mois, porte les aspirations de la population de l'Est? Non. Non. Ça, c'est non. Déjà, cette population le voit comme des intrus, des gens qui font le jeu du voisin. Du voisin, ouais. Suivez mon regard. Ouais. Donc, cette population, au nom de ces simples faits, n'adhérera jamais à la démarche de balkanisation, surtout pas avec ces gens-là. Si ça pouvait venir, c'est avec tout le monde, sauf avec des gens qui sont soutenus par le Rwanda. Et pourquoi? Parce que la population ne se retrouve pas de l'Est, dans cette démarche-là. La population de l'Est connaît très bien l'histoire. Monseigneur Mouziro a été tué, n'est-ce pas, là-bas à Bukavu? Combien de gens qui sont tombés, des grands leaders, du fait de la présence des autres, de nos voisins, que je ne vous ai pas nommés ici. Donc, on ne peut pas, logiquement, objectivement, comparer. Mais je disais ici qu'Abila est dans une démarche politique. Il veut ratisser large, ils veulent récupérer tous les aigris, tous les anti-Tshisekedi pour construire un discours et commencer une démarche. Et c'est des bonnes guerres parce que nous sommes en politique. Ils cherchent à négocier son retour dans la sphère politique. Okay. Son parti se porte très mal. Les leaders ici sont aphones, personne ne s'exprime. Et voilà comment se présente la situation. Mais concrètement, est-ce que Kinshasa a la même mise, comme le maître venait de le dire, de poser la question sur la partie Est? Non plus. D'où peut-être là, il y a une nécessité, justement, que au-delà de cette perception de la soudanisation ou de la balkanisation, qu'il y ait au moins un dialogue à l'interne pour que finalement le président de la République puisse arriver un jour à Goma, Bukavu, ou vice-versa. Les dialogues, c'est un principe que personne ne peut dénier. Le problème ici se pose, même je crois que le président Tshisekedi s'est exprimé quant à ce, le format qu'on veut donner au dialogue. Mais c'est lequel? Le format. Non, je ne sais pas, c'est à déterminer. Parce que la Cinco et le CC ont le premier proposé un schéma qui a été boudé par la majorité, mais la majorité est venue avec une proposition des contrats, des dialogues qui doivent se faire à l'interne et tout et tout. Déjà, au niveau des principes du cas que les gens ont évolué. Tout le monde est d'accord qu'on doit se parler. Qu'il faut un dialogue. Ouais. Et rentrons un peu dans cette affaire-là de balkanisation. Le Congo, depuis sa création, le roi Léopold II a été très rusé et malin pour obtenir un pays plus grand que la Belgique. Nous sommes là du fait de la volonté d'un étranger, d'un Belge. Conférence de Belgique en 1885. Ouais. On a dessiné ces pays et aux indépendances, on a consacré cela. Nous sommes une nation dans des dimensions. C'est-à-dire, pour toucher au Congo, je venais de le dire dans une autre émission, c'est difficile parce qu'il y a quand même une conscience nationale qui s'est forgée, unie par l'essor, unie par l'effort. Les gens ont quitté, on a pris l'argent de l'Équateur pour aller construire les Katanga, pour faire que les mines commencent à travailler. Les gens ne le savent pas. La première richesse de ce pays, c'est le caoutchouc, c'est le VA. Avec la révolution industrielle, Ford et tous les autres avaient besoin de caoutchouc pour faire des pneus, pour soutenir la Deuxième Guerre mondiale. La bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale est venue du Saba, du Katanga. Là-bas, précisément aujourd'hui, Chikolobwe. Ouais.
C'est venu. Nous sommes liés par l'effort, nous sommes liés. Et puis, la politique de l'unité nationale a fait que, je ne sais pas votre épouse, mais elle peut être Mouyandi. Votre copine peut être il peut être Moussakata, alors que vous êtes du Kasaï, par exemple. On s'est mélangé au point que nous ne sommes pas les Soudans. C'est vrai qu'il n'y a plus à mesure de nous dissocier. C'est impossible et ça sera sociologiquement, culturellement impossible. Mais c'est là où le politique devait se rattraper. Parce que le poison peut rentrer par là. On a vu ce qui s'est passé par le passé entre, passez-moi la redondance, entre le Kasaï et les Chaba et les Katanga. Enfin, ce que vous dites là, Serge, est très vrai parce que moi je connais quelqu'un qui était là, mais forestier, parce qu'il y a un conflit là-bas, forestier, savanier. Un forestier qui épouse un savanier, et à chaque fois qu'il y a mésentente entre les deux camps, mais le papa de la femme va dire à son beau-fils, mais attention, chez nous là-bas, voici comment on raisonne contre vous, alors prenez toutes les dispositions. Donc ça veut dire que ce mixage culturel, il y a une conscience nationale, est un gage pour notre unité nationale. Une conscience nationale, ou je dirais nationaliste, que nous devons préserver à tout prix. Avoir le pouvoir aujourd'hui ne peuvent pas nous empêcher de réfléchir à l'avenir, parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui, demain on ne pourra pas l'avoir. D'accord. Je pose la question. Maître Arnaud de Bombolo, parce que CK, en tant que journaliste, se pose la question sur le format que doit prendre le discours, bien que le dialogue, bien que le principe du dialogue est déjà retenu de partout, que ce soit du côté de Kinshasa, du côté de l'opposition où vous êtes, du côté de la rébellion et même la société civile. Mais maintenant, il pose la question, il soulève la pertinente question sur le format. Ça sera quel format? Ça va se passer comment les dialogues que vous souhaitez de tous les vœux? Chaque jour, vous parlez dialogue, vous voulez dialogue, mais ce sera sur quel format? Écoutez, chers journalistes, vous savez, lorsque mon grand frère parlait, à un moment donné, dans son introduction, il a semblé un peu minimiser les dires de Joseph Kabila. Ouais. Joseph Kabila, il fut président de la République dans ce pays. Il a dirigé le Congo pendant 18 ans. Il connaît les coins et les recoins de la République plus que nous tous. Joseph Kabila a formé ensemble avec ceux qui étaient dans la rébellion l'armée que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsqu'il dit un mot, nous devons prendre ces mots-là en considération. Et surtout qu'il parle moins. Surtout qu'il parle moins. Un exemple. Joseph Kabila a parlé que devant les journalistes belges. Nous savons que la Belgique aujourd'hui avec Kinshasa ne sont pas en bonne relation diplomatique. Okay. La Belgique ainsi que Kinshasa. Pour la Belgique, du fait pour Kinshasa d'aller conclure les accords avec les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les accords commerciaux avec les États-Unis d'Amérique, c'est une façon de le mettre de côté. Qu'est-ce qu'il faut? La Belgique est descendue à Goma pour interviewer Joseph Kabila. C'est quelque chose, c'est comme ce qui a été préparé, qui est déjà préparé par la Belgique. Parce que Lumumba avait déjà alerté les Congolais que les plans a été déjà établi. D'où la balkanisation des Congo sera demain. Est-ce ce qu'a dit Joseph Kabila? Ce n'est pas pour accomplir la volonté de Belge? Point d'interrogation. Voilà pourquoi ici, étant donné que notre pays traverse une crise sécuritaire dont Kinshasa n'a pas la même mise sur Goma Bukavu, moi je pense ici à l'ouest, nous devons plutôt réfléchir. Parce que les processus actuels, Kinshasa a déjà perdu le contrôle étatique à Goma et Bukavu. La meilleure des voies qui nous reste, maintenant je reviens à votre question, la meilleure voie, c'est le dialogue. Ouais, mais sous quel format? Sous quel format? Le format est déjà connu. Nous avons déjà sollicité à plusieurs fois que les dialogues soient inclusifs. L'inclusivité de ces dialogues voudrait dire que toutes les parties au conflit doivent se mettre autour d'une même table. Comme c'est fait à Sun City. En Sun City. Maintenant, vous voyez donc. Qui sont les acteurs ou quels sont les acteurs
majeurs de cette crise. Le gouvernement fait partie de la crise, c'est-à-dire le pouvoir Tshisekedi fait partie de la crise. L'opposition politique fait partie de la crise. La rébellion fait partie également de la crise. En fait, ici, nous voulons régler les problèmes dans sa globalité. En Seine-City, effectivement, les acteurs politiques avaient réglé un problème. Mais les problèmes n'étaient pas pris dans sa globalité. En fait, ils ont réglé que le problème politique. Mais le problème réel du pays n'était pas résolu. Entre autres, les comportements de l'homme politique. Les comportements n'étaient pas résolus. Le législateur de 2006... Et vous pensez que le prochain dialogue pourrait résoudre le comportement de l'homme politique? J'ai dit, en tout cas, je suis sûr que le prochain dialogue va résoudre les comportements. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans ces dialogues-là, nous n'allons non seulement régler les problèmes de la légitimité, mais également aussi le problème de la politique en général. De la politique en général. La politique en général, la gestion du pays. Les cas récents, qu'est-ce qui a fait que Nanga prenne les armes contre son pays? On lui aurait ravi les carrés miniers. Voilà. Or, si cela n'était pas fait, est-ce que Nanga serait rebelle au jour d'aujourd'hui? Peut-être non. Donc, si on avait déjà réglé... Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi où il n'y a pas des instances? Parce que pour réguler les comportements des gens, c'est la justice qui doit rentrer en danse. Est-ce qu'il n'y avait pas d'instance pour Nanga d'aller se plaindre, poser son problème et récupérer ses carrés miniers que de sacrifier de vies innocentes? Non, lorsque déjà il y a méfiance des acteurs politiques, la justice ne sera que le rempart de ceux qui sont au pouvoir. Et peut-être dans cette optique-là, que Nanga ne voulait pas aller en justice. Donc, il a préféré prendre les armes pour que sa voix soit entendue. Nous n'allons pas encourager de tels comportements. D'ailleurs, dans ces dialogues ici, si on demande à ce que tout le monde se mette autour d'une table, que Nanga nous dise effectivement, qu'est-ce qui a fait que lui qui a proclamé Tshisekedi comme président de la République en 2018, prenne les armes contre Tshisekedi. Que Tshisekedi aussi nous dise effectivement, qu'est-ce qui a fait que Nanga prenne les armes. En fait, nous devons régler les problèmes réels. Les comportements de l'homme politique congolais constituent un danger permanent pour notre pays. Ok, on va quand même pas se répéter sur ce qui est déjà dit. Je crois que le message est un peu passé. Espérons que le prochain dialogue pourrait résoudre aussi le problème de comportement. Mais à mon entendement, c'est la justice qui doit jouer effectivement ce rôle. Et là, je voulais... doit être une justice indépendante. Or, c'est l'homme qui anime la justice. Nous sommes d'accord. Je voulais plutôt demander à nos téléspectateurs de pouvoir liker nos vidéos, le partager et surtout nous laisser un commentaire parce que vous savez, vos commentaires nous aident à nous améliorer. S'il n'y a pas de si vous ne nous laissez pas de commentaires, nous allons croire bien faire et pourtant non. Alors nous avons besoin de vos orientations, de vos commentaires pour nous aider à nous améliorer et à bien vous servir. Alors nous allons passer au tout dernier sujet sur l'élection de gouverneur au Sankuru qui a été reportée. Mais ce qui est tiquant dans cette affaire, c'est que la CENI aurait demandé $1 million pour organiser l'élection de gouverneur de province du Sankuru. C'était pour faire quoi? Avec nos invités, nous allons rentrer sur ce sujet. C'est cas, lorsque la CENI demande $1 million pour organiser l'élection de gouverneur, elle s'entend quoi? Elle veut faire quoi avec cet argent? Permettez, cher Kazadi, de prendre quelques minutes pour revenir un peu sur ce que Maître Roll disait. Ouais, rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Justement. Très rapidement, parce que vous avez affaire à un journaliste. Vous n'avez pas affaire à un militant. Je ne suis pas militant, je ne suis pas fanatique de Joseph Kabila. Je prends le propos de Joseph Kabila de la même façon que je prends les propos d'Augustin Kabouya, au même titre que le... Kabila a été président dans ce pays. Je l'ai rencontré en 2005. J'étais à Raga, on était au CCIZ, là où se trouve le fleuve Congo. Témoin, le vieux Lokondo qui est mort, témoin Koudoura Kassongo. On a sollicité une interview avec Joseph Kabila. Il nous a renvoyé avec ses services. Jusqu'à présent, on ne l'a jamais eu. Que Kabila se fasse interviewer par les Belges, où se trouve l'événement. Et depuis qu'il est là,
Il utilise quelle presse? Non, je refuse d'être cette presse-là, complexée, qui pense que quand il est interviewé par les Belges, qu'il se crée un événement. Rien du tout. Il n'y a aucune vérité parce que c'est interviewé par les Belges. J'analyse froidement les propos de Kabila, autant que j'analyserai les propos de Tshisekedi, autant que j'analyse les propos de Senko. Donc, ne nous amenez pas. Je comprends votre démarche de lutte. Vous pouvez trouver des répondants dans ce qu'il a dit, mais ce que Kabila dit n'ajoute rien de plus parce qu'il a été président ici. Quelle est la place qu'il a accordée à la presse locale? Que ce soit américaine, que ce soit belge, qu'il a été avec les Belges, il s'est brouillé avec eux, maintenant il veut se mettre ensemble, mais ça ne nous concerne pas. L'avenir du Congo ne doit pas dépendre des intérêts de la Belgique, parce que si la Belgique vient ici, c'est au gré de ses intérêts, pas au gré des intérêts des Congolais. Et nous sommes de cette génération qui disons non à ce genre de manœuvres, de stratagèmes. Nous voulons un Congo, des Congolais consciencieux, et c'est possible. 1 million pour l'organisation des élections de gouverneurs. Des élections. Mais pourquoi ça doit te scandaliser, Philippe? On a organisé les élections, n'est-ce pas? Ouais. On a eu presque 1 milliard, 1 milliard 300, 400 millions d'élections. Au Sankourou, il n'y avait pas d'élection. Où est passé l'argent qui était réservé à ces élections-là? Les millions ne devaient pas se poser problème parce que tout a été budgétisé. Mais faisons. Ne prenons pas les enfants de bon Dieu comme des cons pour des idiots. N'est-ce pas qu'il y avait un budget pour les élections au niveau national? Ah ouais? L'argent qui a été retenu pour les élections provinciales au niveau du Sankourou, qui avait gardé ça? Qu'on pose la question à la personne, on va avoir la réponse. Les 1 million, ce n'est pas le problème. Ça ne manque pas parce que cet argent-là avait déjà été budgétisé et actionné. Celui qui a l'argent, hein, je regarde la caméra, celui qui a gardé l'argent pour les élections, au Sankourou les sortent. Maître Boum, Arnold, vous voyez quand même la parole qui vient du fond, du cœur d'un journaliste. Maître, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Ce budget aussi colossal pour une élection qui réunit 25 électeurs et pour élire un gouverneur. 1 million de dollars. Non, moi, en fait, ça me fait mal lorsque j'entends parler de certains montants dans notre pays. 1 million de dollars pour une élection qui va durer que 1 heure ou 2 heures du temps. C'est aussi 25 électeurs. Oui, 25 électeurs. 10 candidats. Voilà, 10 candidats, c'est aussi trop demandé. C'est comme si, moi, en fait, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, c'est comme si le pays assiste à une ligue de champions de détournement. Donc on ne sait pas qui sera couronné demain comme le meilleur détourneur du pays. Ce n'est pas aujourd'hui. Grand frère Serge vient de démontrer, noir sur blanc, que la CENI avait publié un calendrier depuis. Et je crois que chaque année, ou chaque programme, chaque publication d'un calendrier, il y a toujours un budget qui est réservé pour la CENI. Et chaque année budgétaire, le gouvernement est censé défalquer un fonds pour le compte de la CENI. Mais si encore au jour d'aujourd'hui... Non, pour les cas d'espèce, il faut dire qu'il s'est tenu les élections l'élection provinciale. Il y a eu déjà installation d'une assemblée provinciale et des gouvernements provinciaux avec un gouverneur élu. Et puis, le gouverneur a été déchu d'une motion. Et maintenant, il faut repartir. Parce que là, au Sankourou, il y a un gouverneur intérimaire. Il y a un fonds, comme le maître l'a dit, qu'on met de côté pour les élections, qu'on n'a qu'à puiser dans ces fonds-là. D'accord, il peut continuer. Donc, peut-être qu'avec ces fonds-là, on peut défalquer les M, mais les millions, c'est trop. Je crois qu'avec cette élection, avec 10 000 dollars... Non, moi-même avec 500, je n'ai pas organisé cette élection. Parce qu'on peut acheter que les stylos. Ouais. Ils ne sont qu'au nombre de 25. Et le papier duplicatif. Rien que la CENI soit là et mettre les cachets sur le papier, et les députés provinciaux peuvent voter. Mais, oui, comme vous dites, même avec un 100 dollars, on peut aller voter un gouverneur. Et surtout pas dans des nouvelles provinces démembrées ici. Sankourou, au jour d'aujourd'hui, Sankourou a des problèmes sérieux. Est-ce que les 1 million là, on ne peut pas disposer ça pour, par exemple, construire des écoles? Peut-être construire des hôpitaux. Nos provinces au jour d'aujourd'hui, mais
sont, je ne sais même pas moi s'il faut les qualifier comme étant des villages. Je prends que l'exemple de ma province de l'Équateur. Hier, aujourd'hui, Sendé à 5. Mais allez dans les provinces des provinces 7. Des provinces 7 là. Vous allez vous rendre compte qu'un gouverneur cherche même une résidence digne de son nom. Alors ça fait mal. $1 million, c'est trop. S'il faut aller aux élections, à l'élection de gouverneur de Sankourou, je crois qu'avec un $100, on peut défalquer, acheter les stylos, acheter les papiers, que les députés provinciaux votent, c'est tout. Alors, mais demander $1 million, en tout cas, c'est trop. L'État nous impacte. Juste 30 secondes. Et bon, ça fait rire quand même, mais pas avec $100, parce que quand on organise une élection, c'est pas seulement le travail qui s'est fait pendant le vote, le scrutin, mais il y a tous les travaux sécuritaires. Et parce mais que la sécurité, ils sont c'est pas la payés par sécurité, l'État, la ils sont sécurité. payés. Chaque Fin du mois. C'est une mission qu'il faut organiser. Il faut déplacer des gens, il faut déplacer du matériel. C'est peut-être pas 1 million, mais c'est pas non plus $100. Donc il faut 500. un montant réaliste. Non, c'est pas à nous de fixer. Il faut questionner la CENI par rapport à toute la logistique irrélative. Sinon, on risque aussi nous de commencer à parler des choses dont on ne maîtrise pas. La CENI a D'accord. La CENI a presque tout. La CENI a des véhicules. On va finir par là. Actualiser, voir l'état des besoins et par rapport à ça, essayer de décliner un budget. C'est très D'accord, important. merci CNCK d'être passé sur notre plateau pour la première fois. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Et Maître Arnold Bombolo de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre à travers vos petits écrans et surtout sur votre téléphone. N'oubliez pas de liker, de partager nos vidéos et surtout de nous laisser un commentaire pour nous permettre de nous améliorer afin de bien vous servir. Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs.